Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Par contre, les Romains, visiblement, connaissaient moins leur histoire. C'est ça. Alors, certains d'entre eux, en tout cas. Et fort probablement, il y avait un mouvement assez réfractaire à l'hellénisme qui expliquerait cette ignorance. Alors, il y a une anecdote que je trouve très amusante, c'est au moment de la première guerre punique, cette fois. Les Romains ne connaissaient pas le phénomène des marées. Ce qui fait qu'ils étaient persuadés qu'en fait, c'était la colère des dieux et leur flotte qui avait lancé une razzia en Afrique du Nord, sur les terres de Carthage, donc la première guerre punique. Ils se sont retrouvés enlisés dans le sable, en attendant que la marée remonte. Alors ils ont paniqué, ils ont jeté tout le butin par-dessus bord. Et puis quand ils se sont rendus compte qu'au miracle, Neptune... L'eau revenait. C'est incroyable. Et alors les Grecs le connaissaient, les Carthaginois aussi, mais c'était une découverte pour les Romains. Ah, c'est curieux, c'est quoi cet esprit ? On est le centre du monde, on n'étudie pas, c'est ça ? C'est l'esprit romain ? Alors j'avais un professeur qui me disait souvent qu'en fait les Romains avaient gardé un côté très conservateur et très archaïque jusqu'au IIIe siècle, presque un petit village. Alors je ne le vois pas tout à fait comme ça, mais je pense qu'il y avait deux courants. Il y avait des individus qui lisaient, qui s'intéressaient au monde grec, c'est sans doute le cas des Cornélie, donc ils connaissaient cette histoire. Très certainement, Scipion n'est pas le premier à verser dans la culture grecque, mais en tout cas, on a des traces que pour lui. Et tandis qu'un autre courant était réfractaire en fait à l'hellénisme. L'hellénisme divise. C'est une culture très forte, très riche. Pensons à 3 siècles de culture grecque, on va avoir plus encore. Les Romains n'ont pas ce bagage culturel. Alors certains s'ouvrent à cela et d'autres sont réfractaires, comme par exemple Caton l'Ancien. Encore que, pour Caton, c'est moins clair que ça. Ouais, c'est passionnant, effectivement. Du coup, Hannibal continue sa marche en avant, en fait. C'est quoi ? C'est des razzias ? C'est où il avance de ville en ville ? Alors, l'objectif d'Hannibal est d'ordre géopolitique, cette fois, c'est qu'il veut faire en sorte que toutes les cités alliées de Rome se soulèvent contre Rome. Et il raisonne en termes d'hégémonie, selon le modèle grec. Vous savez, une hégémonie, c'est une puissance dominante, en songeant aujourd'hui aux États-Unis, et d'autres puissances périphériques qui vont suivre la géopolitique dominante. C'est le principe de l'hégémonie. C'est grec, Kissinger le savait bien d'ailleurs. Et en fait, Hannibal est persuadé qu'en fait, en triomphant de la puissance hégémonique, il parviendrait à créer une nouvelle hégémonie en Italie. Et s'il était parvenu à ce plan, il faut bien se dire que toute la culture romaine ne nous serait pas parvenue. Rome aurait été détruite en 2 ou 3 ans. Et puis, pas de culture romaine, pas de latin diffusé, etc. Donc ça aurait eu des conséquences considérables. Là, ça relève de l'Uchronie. Et donc son plan est le suivant. Il est persuadé qu'en fait, en gagnant du temps, en multipliant les défaites contre les Romains, il parviendra en fait à briser l'alliance italienne. À lever en fait les masses contre Rome. Tout à fait. Et parallèlement à cela, il attend des renforts de son frère, Hasdrubal Barca, qui se trouve en Espagne. Il doit venir avec des dizaines de milliers d'hommes et puis de l'or pour pouvoir payer d'autres mercenaires et renflouer un petit peu l'armée d'Hannibal. L'affrontement, tout de même, va avoir lieu et ce sera un affrontement assez important. C'est l'affrontement de Cannes. On est en août 216, dans le sud de l'Italie. Cannes en Italie. Cannes en Italie, oui. Et cette bataille va marquer profondément les Romains, puisqu'on est à près de 80 000 morts. C'est l'une des plus grosses défaites, pour ne pas dire la plus grosse défaite romaine. Oui, et puis c'est même la bataille qui a fait le plus de morts dans l'histoire, en fait, en une journée. D'accord. Alors, songeons à la bataille de Verdun qui s'étend sur plusieurs mois. Là, c'est une bataille en une journée. Alors, Rome a une puissance considérable démographique parce qu'elle va très rapidement pouvoir reconstituer des troupes. Ils peuvent mobiliser facilement, bien plus encore de troupes que cela. Mais en tout cas, les troupes à Cannes sont assez peu expérimentées. Ce sont des jeunes, pour la plupart. Ils sont dirigés par 2 consuls qui ne s'entendent pas. Alors, Paul-Émile, qui est le beau-père de Scipion l'Africain, on verra que ça a un lien, et son collègue, en fait, Varron, qui est très ambitieux, qui souhaite... qui est plébéien, donc un patricien plébéien. À chaque fois, les 2 consuls élus, l'un est patricien, et l'autre est plébéien. Ça se frictionne, forcément. Et Varron veut une bataille. Donc cette bataille de Cannes, qui se déroule dans le sud de l'Italie, je ne vais pas trop la... Oh, je sais pas si vous... Allez-y, on peut. Alors, c'est une bataille qui est assez extraordinaire parce qu'en fait, on voit l'entêtement et la manière de faire des Romains, c'est-à-dire que la tactique romaine habituelle, c'est une charge frontale. Hannibal connaît très bien son adversaire
et il choisit de mobiliser ses troupes en fait sur un front assez tiré. Il a moins de troupes que les Romains et en plus des troupes qui sont relativement composites. Et ce qui fait qu'il faut imaginer un croissant qui se forme au fur et à mesure et qui absorbe les armées romaines qui avançant en fait vers le centre. Pendant ce temps, les flancs encerclent les troupes de l'infanterie romaine. Tombe dans un piège en fait. C'est ça. La cavalerie romaine a rapidement été défaite. Les Romains ne sont pas très bons cavaliers par ailleurs. Et les cavaliers nord-africains, qui sont extrêmement réputés, les cavaliers numides entre autres, vont prendre ensuite les Romains à revers. Ce qui fait que les troupes vont se retrouver totalement encerclées. Alors ça me fait penser à une... je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones, c'est une très belle scène de bataille. Alors j'adore cette série. Alors quand je la revois, je pense à la bataille de Cannes parce que c'est l'inspiration. Donc on voit bien les troupes qui sont totalement encerclées, qui n'ont aucune possibilité de sortir et qui voient que les premiers rangs se font exécuter les uns après les autres, sans aucun combat possible. Le consul Paul-Émile se trouve au centre de ses troupes, il va mourir avec ses troupes, et donc un consul meurt. Il y a je ne sais pas combien, des dizaines de chevaliers et de sénateurs qui sont aussi exécutés, qui meurent dans cette bataille. Et donc le soir de Cannes, c'est un désastre. On retrouve même le lendemain, c'est ce que nous dit Tite-Live, un Romain et un Carthaginois. Alors l'un a arraché avec les dents le nez de l'autre, tandis que les oreilles du premier ont été arrachées. Non, c'est d'une très grande violence. Alors, c'est un traumatisme. Les Romains auront beaucoup de mal à s'en remettre. Et la stratégie choisie par la suite, par Fabius Maximus, qui est l'homme fort du Sénat, qui a reconstitué une armée, détruite à Cannes d'ailleurs. Il était contre cette bataille. Pour lui, il fallait éviter d'affronter Hannibal, mais Varron n'était pas de cet avis-là. Fabius Maximus se rend compte qu'il faut reconstituer les forces et ne plus affronter Hannibal directement en open field. Donc attendre véritablement l'opportunité pour frapper et puis surtout l'étouffer en fait. C'est ça la stratégie. Curieusement, Hannibal évite Rome. Alors je dis curieusement, ça s'explique certainement. Scipion est déjà présent. Il était là à la bataille de Cannes ou... Alors il était présent, il est mentionné. Alors on ne sait pas bien son rôle, c'est très curieux. Et si on ne sait pas bien son rôle, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de louche. Donc, les sources sont un petit peu... Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est ça. Et puis c'est Emmanuel Varesquiel qui disait qu'il y a toujours chez l'historien un Nestor Burma qui sommeille. Je trouvais que c'était très juste. Et en fait, Scipion est mentionné dans les sources juste après la bataille de Cannes. C'est-à-dire qu'on nous rapporte, Tite-Live nous rapporte qu'il y a eu une conjuration d'officiers qui avaient survécu à la bataille de Cannes, on ne sait comment, avec 10 000 hommes. Donc en fait, très certainement, ils ont fui ou ils sont restés en réserve. Ouais. Et donc Scipion faisait partie soit des fuyards, soit des réservistes. Donc, ce qui est quand même un petit peu étonnant parce qu'en principe, il aurait dû charger avec son beau-père, Paul-Émile, l'époux de sa femme, enfin le père de sa femme, pardon, à Émilia. Et donc, c'est assez curieux. Donc, soit il a fui, soit il dirigeait les troupes de réserve. Mais en tout cas, il a assisté à la bataille de Cannes, mais il parvient à être sauvé. Donc, cette conjuration consistait à proposer aux Romains de quitter l'Italie parce que Rome allait être détruite par Carthage, par Hannibal. Scipion décrit très héroïquement, là on a la figure du héros, c'est classique, il brandit son glaive, il dit quiconque proposera de nouveau un projet comme ceci sera considéré comme un traître et je le passerai par le fil de l'épée. Enfin bon, c'est génial, ça. C'est très théâtral, mais en tout cas il est présent. Mais ça veut dire que c'est sans doute qu'il avait eu ce rôle un petit peu contestable. Donc en tout cas il a compris la tactique. C'est à ce moment-là qu'il comprend la tactique. Alors il a dû comprendre la tactique et puis il a dû l'étudier de près. Enfin on imagine un personnage qui est extrêmement précoce. Il est très jeune, il a une vingtaine d'années. Il a une finesse d'analyse qui est remarquable. Hannibal est de 10 ans son aîné. Et la même année que la bataille de Cannes, moins connue, il y a eu une bataille comparable à l'automne 216. Donc Cannes, c'est le 2 août 216, mais à l'automne 216 en Espagne. Et cette fois-ci, ceux qui sont en commande, c'est le père et l'oncle de Scipion. Ouais. Ils affrontent Hasdrubal Barca. La tactique utilisée est exactement la même que celle d'Hannibal à la bataille de Cannes. C'est-à-dire toujours ce mouvement du croissant qui encercle la tenaille pour attirer le centre romain et le prendre par les revers. Cette fois-ci, on ne sait pas comment, mais en tout cas, Publius et Cnéeus, l'oncle et le père de Scipion, ont été bien inspirés parce qu'ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils ont disloqué le centre et en passant par le centre, ils se sont repliés sur les revers. Et c'est une grande victoire romaine. Donc ça veut dire que de deux choses l'une, soit ils avaient eu la présence d'esprit de s'adapter, soit qu'ils avaient eu un informateur bien informé qui leur écrivait d'Italie, parce qu'il y avait une correspondance tout de même. Évidemment.